Même si pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, on ne l'a jamais vu jouer, on connaît tous la légende qu'est Maradona. Les vidéos de ses gestes les plus fous, la main de Dieu, l'empreinte qu'il a laissée dans les rues de Naples, son sacre de champion du monde avec l'Argentine, mais l'histoire retient aussi et surtout une autre addiction que le football dans sa vie. Une addiction qui a entaché sa carrière et son image à jamais. Avant d'être une légende, Maradona, c'est juste un gamin, né dans la misère, dans les quartiers poussiéreux de Villa Fiorito, en Argentine. Une maison sans eau courante, une famille nombreuse, des rêves plein les yeux et un ballon comme unique échappatoire. Dès l'enfance, Diego vit pour le football. C'est pas juste un jeu, c'est une obsession. Il dort avec le ballon. Il s'entraîne seul des heures. Il jongle, il dribble, il invente des gestes que personne n'a encore vus. À 8 ans, il rejoint les Cebolitas, les juniors d'Argentinos Junior. Et là, c'est la claque. Même les adultes viennent le voir jouer. À 12 ans, il passe à la télé. Le pays entier découvre un prodige. On l'annonce comme le nouveau Pelé, comme celui qui va offrir une revanche sociale à tout un peuple. À cette époque, un garçon l'accompagne dans l'ombre. Georges Citerspiller. C'est un ami d'enfance, un frère de cœur, qui croit en lui plus que quiconque. Il devient son premier manager à peine sorti de l'adolescence. Sauf que Citerspiller n'est pas un pro. Il n'a ni l'expérience, ni les armes pour gérer un phénomène comme Diego. Il veut bien faire, mais il signe des contrats à la volée, parfois mal négociés. Il ouvre la porte à un entourage grandissant, parfois douteux, souvent intéressé. Maradona, lui, n'a que 16-17 ans. Il devient une star nationale, adulé, médiatisé, sans filtre, sans garde-fou. Il est trop jeune pour avoir du recul, et Citerspiller, malgré sa loyauté, n'arrive pas à le protéger. Et pourtant, sur le terrain, c'est un monstre. À Argentinos Junior, puis à Boca Junior, il marche sur l'eau. Sa conduite de balle est irréelle, sa vision unique, son pied gauche une arme divine. Il se balade entre les défenseurs comme dans un jeu vidéo. Il joue pour le peuple, il joue avec rage, avec poésie, avec caractère. En 1982, il s'envole pour l'Europe, direction le FC Barcelone. Transfert record, présentation digne d'un chef d'État. Le monde entier attend Maradona. Il a 21 ans, il vient d'un quartier pauvre et il est censé porter l'un des plus grands clubs du monde, sauf que l'Europe, c'est pas l'Argentine. C'est plus dur, plus froid, plus violent. À Barcelone, il subit un football rugueux, des tacles assassins, des polémiques. Et pendant ce temps, son entourage se désorganise. Citerspiller est dépassé. Diego commence à se méfier de tout le monde. Les premières fissures apparaissent. Ce n'est plus un prodige, c'est une star traquée. Et cette star, bientôt, va chercher à fuir la pression, à s'échapper par tous les moyens. En 1984, après son passage à Barcelone, où les blessures et les polémiques ont fini par avoir raison de lui, Maradona est transféré à Naples, un club du sud de l'Italie, pauvre, méprisé par le reste du pays, qui casse sa tirelire pour faire venir Diego. 70 000 personnes l'attendent dans le stade de San Paolo pour sa présentation. Ce n'est pas un transfert, c'est une révolution. Maradona arrive à Naples en sauveur. Il ne rejoint pas juste une équipe, il épouse une ville marginalisée, affamée de revanche, qui voit en lui un dieu vivant. Et lui, pour la première fois, faisant chez lui. Pendant quelques années, c'est la folie. Il porte Naples au sommet, il fait passer de club banal à machine de guerre. En 1987, il leur offre le premier Scudetto de leur histoire. Un titre inimaginable pour le club avant l'arrivée de Diego. Il enchaîne avec une coupe de l'UEFA, un doublé championnat coupe et surtout, il humilie les clubs du Nord, la Juventus, le Milan, l'Inter, des clubs et des villes qui méprisaient Naples, considérant l'endroit comme la poubelle de l'Italie. Le Sud se venge à travers lui, et Diego devient un héros absolu, presque mystique. Des fresques de lui sont peintes dans les rues, on l'associe à Dieu, on donne son prénom à des enfants. Il n'appartient plus au football, il est devenu un symbole, mais cette adoration, elle a un prix. À Naples, Maradona est intouchable, et c'est là que les ténèbres s'installent. Il fréquente la Camorra, la mafia locale, qui le protège, mais l'enchaîne aussi. Il est introduit à la cocaïne, aux soirées interminables et aux relations troubles. Il commence à vivre une double vie, celle du génie sur le terrain et celle du fugitif dans la nuit. Il arrive en retard aux entraînements, des fois il ne s'y rend même pas. Il sort, il disparaît, il revient.
Et personne n'ose rien dire. Parce que tant qu'il gagne, tout est pardonné. Mais à force de repousser les limites, la chute se prépare. Et en 1990, tout bascule. L'Argentine de Diego Maradona affronte l'Italie, chez elle, en demi-finale de la Coupe du Monde, chez lui, à Naples. Contre toute attente, le public napolitain soutient Maradona, contre l'Italie. L'Italie perd, le pays ne lui pardonnera jamais. À Rome, lors de la finale contre l'Allemagne, l'hymne argentin sera copieusement sifflé. Sur les écrans du monde entier, Maradona ne peut contenir sa rage et insulte le public italien. L'année suivante, Diego est contrôlé positif à la cocaïne. Suspension, honte, fin de l'idylle. Maradona quitte Naples par la petite porte, usé, perdu, accro. Le roi est tombé, mais la légende est en train de naître. Quand Maradona quitte Naples en 1991, ce n'est plus le même homme. Il n'est plus juste un joueur, il est devenu une icône. Et une icône blessée, rongée par les excès, piégée par son propre mythe. Son départ, c'est un exil forcé, une fuite. Il tente de se relancer au FC Séville, puis en Argentine, à Newell's Old Boys, puis à Boca Juniors. Mais il n'est plus le même sur le terrain. Son corps a pris cher, son esprit aussi. À chaque retour, c'est l'espoir d'un miracle et la crainte d'un effondrement. Parce qu'en dehors du foot, il perd le contrôle. Test positif à la cocaïne, scandale à répétition, bagarre avec des journalistes, crise de santé, excès de poids, procès, enfant caché. Il devient le reflet d'un homme en guerre contre lui-même. Et pourtant, malgré tout ça, les gens continuent de l'aimer. Parce qu'il ne triche pas, parce qu'il ne joue aucun rôle. Il est vrai, brut, sincère. Quand il tombe, on voit l'homme derrière le joueur. Et cet homme, ce n'est pas juste une star déchue, c'est un survivant. En 1994, il tente un dernier coup. Il est sélectionné avec l'Argentine pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il marque un but somptueux, puis célèbre en hurlant face aux caméras « Dieu fou, regard d'acier ». Quelques jours plus tard, il est contrôlé positif à un produit dopant. Exclu, fin de carrière internationale, et là, il tombe pour de bon. Les années suivantes sont une longue descente. Hospitalisation en répétition, coma, addiction sévère, il frôle la mort à plusieurs reprises. Il est méconnaissable, et pourtant, il s'accroche encore et toujours. Dans les années 2000, il tente de revenir par la scène médiatique. Talk show en Argentine, interviews surréalistes, punchline culte, opinions tranchées, il devient un personnage, un mythe vivant. En 2008, l'Argentine lui donne même le poste de sélectionneur. Un choix du cœur, pas de la raison. Il mène les Bleus et Blancs, avec Messi, jusqu'en quart de finale du Mondial 2010. Pas un succès sportif, mais un moment d'union nationale. Et puis, la fin approche. En 2020, quelques semaines après avoir fêté ses 60 ans, il s'éteint d'une crise cardiaque. L'Argentine s'arrête. Le monde pleure. Des milliers de personnes défilent dans les rues. À Naples, on sort les drapeaux, on allume des cierges. Un peuple entier est en deuil. Maradona, c'est pas juste du football, c'est le plus humain des dieux. Avec ses éclats de génie, ses drames, ses cicatrices. Il a porté le peuple sur ses épaules. Il a chuté, il s'est relevé. Il a vécu 1000 vies, et jamais à moitié. Et s'il continue d'exister, c'est parce qu'au fond, Diego, c'est nous tous, avec nos rêves, nos erreurs, nos luttes, mais avec, surtout, la rage de vivre jusqu'au bout.